Pendant que le monde observait les tensions commerciales de surface, tandis que les médias se concentraient sur les droits de douane européens et les litiges concernant les ressources dans l'Arctique, une manœuvre financière d'ampleur historique s'exécutait en silence dans l'ombre du système bancaire mondial. C'est un mouvement qui défie des décennies d'alliances économiques et redessine la carte du pouvoir financier planétaire. Le 15 janvier 2026, des analystes spécialisés dans la surveillance des flux de métaux précieux détectèrent une anomalie inhabituelle dans les rapports d'inventaire de la bourse de l'or de Shanghai. Il ne s'agissait pas d'un flux commercial ordinaire. Les données révélaient un afflux massif, sans précédent et statistiquement anormal d'or physique vers les chambres fortes de la plateforme internationale de la bourse de l'or de Shanghai, située dans la zone de libre-échange de Shenzhen. Les lingots pesaient 400 onces, le format standard de livraison des banques centrales occidentales, et était rapidement refondu en lingots de 1 kg, le format privilégié du marché chinois. En retraçant les registres de vol, les polices d'assurance et les données de raffinage, tous les indicateurs pointaient vers une source unique comme origine de ce métal. Ce n'était pas un fonds spéculatif agissant en marge. Ce n'était pas une banque suisse rééquilibrant ses portefeuilles. C'était le gouvernement du Canada. Pour saisir l'ampleur de cet événement, il nous faut reculer et examiner l'histoire de l'or canadien dans le contexte du système financier occidental. Pendant près d'un siècle, la production minière d'or du Canada, issue de certains des gisements les plus riches de la planète, s'écoulait naturellement vers le sud, à New York, ou vers l'est, à Londres. Il était raffiné par la monnaie royale canadienne, estampillé de l'emblématique feuille d'érable et commercialisé au sein du système bancaire occidental. Il représentait l'offre fiable, le fondement du collatéral nord-américain. C'était la norme établie, l'ordre naturel des choses pendant des générations. Mais ce flux s'est aujourd'hui complètement inversé. Les données indiquent que le Canada évite désormais totalement New York et Londres. Il envoie son or nouvellement extrait directement à Shanghai. Cela ne représente pas simplement un accord commercial bilatéral, cela symbolise un changement de garde souverain. Le Canada déplace effectivement son collatéral national hors de la garde du système du dollar américain, hors de la Réserve fédérale et de l'Association du marché du lingot de Londres, pour le placer sous la garde du système du renminbi au sein de la bourse de l'or de Shanghai. C'est l'équivalent géopolitique d'une ruée bancaire, mais initiée par le voisin historiquement le plus fidèle de l'Amérique au nord. La question qui surgit naturellement est « Pourquoi le Canada prendrait-il cette décision ? Pourquoi une nation du G7, un partenaire du NORAD et un allié de l'OTAN opérerait-elle une transition financière si significative vers l'Est ? La réponse se trouve dans une erreur historique de gestion monétaire connue sous le nom de l'erreur Poloz de 2016. Cette année-là, sous la direction du gouverneur Stephen Poloz, la Banque du Canada prit une décision qui, rétrospectivement, semble extraordinairement risquée. Ils vendirent la totalité de leurs réserves officielles d'or. Ils vendirent jusqu'à la dernière once. Ils déclarèrent publiquement que l'or était un actif archaïque, ne générant aucun intérêt, et que détenir des obligations du Trésor américain avec un portefeuille diversifié de monnaies fiduciaires constituait une stratégie plus intelligente pour gérer le bilan d'une banque centrale. Le Canada devint la seule nation du G7 avec, en pratique, 0 réserve d'or. Ils parièrent l'ensemble de leur bilan national sur la stabilité du dollar américain et la permanence de l'ordre international basé sur les institutions de Bretton Woods. 10 ans plus tard, en 2026, ce pari a tourné au fiasco de proportions catastrophiques. Les décideurs monétaires canadiens ont observé comment divers acteurs subissaient des conséquences imprévues en dépendant exclusivement du système du dollar. Ils ont vu le pouvoir d'achat de leur portefeuille d'obligations s'évaporer sous les pressions inflationnistes. Ils en sont arrivés à la conclusion que dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes et la dévaluation monétaire, détenir des promesses sur papier d'un voisin avec des niveaux de dette historiques ne représentait pas de la sécurité, mais une exposition à un risque inacceptable. Le Canada a réalisé qu'il était vulnérable. Il ne possédait aucun mécanisme d'assurance, aucun actif neutre avec lequel solder le commerce international si le système du dollar connaissait des perturbations. Mais voici le tournant crucial de cette histoire. Le Canada ne pouvait pas simplement acheter de l'or et le stocker à la Banque d'Angleterre ou à la Réserve fédérale de New York.
Pourquoi pas? Parce qu'ils ont observé attentivement ce qui était arrivé à d'autres nations ces dernières années. Ils ont vu certains actifs gelés sous diverses justifications. Ils ont vu des demandes de rapatriement retardées indéfiniment. Ils ont compris le risque de contrepartie inhérent aux chambres fortes occidentales. Ils ont donc opté pour un modèle complètement différent, le mécanisme que certains analystes appellent la route de l'or. La Chine a offert au Canada un accord que New York ne pouvait pas égaler en termes structurels. Ils ont offert le stockage, la liquidité et l'accès dans des conditions attrayantes pour les planificateurs financiers canadiens. En stockant son or à la Bourse internationale de l'or de Shanghai, le Canada obtient un accès direct au marché physique de l'or le plus vaste du monde. La Bourse de l'or de Shanghai est le seul grand marché où le prix correspond à une livraison physique réelle. Ce n'est pas un marché de dérivés papier. Chaque transaction est garantie par du métal tangible. De plus, le Canada obtient l'accès à ce qu'on appelle la prime de Shanghai. L'or à Shanghai s'échange systématiquement entre 20 et 50 $ de plus par once qu'à Londres, en raison de la forte demande physique sur le marché asiatique. En vendant et stockant là-bas, le Canada capture un bénéfice d'arbitrage sur sa richesse nationale. Cet écart de prix n'est pas temporaire. Il reflète les fondamentaux structurels du marché. Mais l'aspect le plus critique de cet accord n'est pas financier au sens traditionnel. C'est un levier géopolitique. Le Canada fait actuellement face à des pressions significatives liées à des mesures commerciales, comme nous l'avons vu avec les litiges sur les véhicules électriques et d'autres secteurs manufacturiers. En déplaçant son or vers la Chine, Ottawa envoie un signal clair à Washington. Il existe des alternatives. Ils construisent un pont financier vers le bloc économique émergent que certains analystes nomment les BRICS étendus. C'est ce qu'on pourrait appeler la défection du Nord. C'est un vote silencieux, mais sans équivoque, de scepticisme envers certaines structures du système financier atlantique. Quand un pays déplace son or, il se prépare historiquement à un changement de régime monétaire. Le Canada se diversifie contre des scénarios où le standard du dollar affronte des défis significatifs. Cela érode les fondements de l'alliance financière occidentale traditionnelle. Si le Canada, le pays le plus profondément intégré à l'économie américaine, met en question la pertinence de conserver ses actifs de réserve dans les chambres fortes de Manhattan, quel signal cela envoie-t-il aux autres acteurs du système international? Les chambres fortes de Manhattan perdent une part de leur attractivité gravitationnelle historique. Le centre de gravité du collatéral global est en train de se déplacer vers le delta du Yangtze, et les implications pour le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve dominante sont profondes et potentiellement transformatrices pour l'ensemble du système. Le changement de garde d'actifs financiers existants n'est que la pointe de l'iceberg dans cette transformation. Le changement le plus profond et permanent se produit dans la chaîne d'approvisionnement physique, dans le métal même qui est extrait de la terre du bouclier canadien. Le Canada est une superpuissance minière. C'est le 4e plus grand producteur mondial d'or, extrayant plus de 220 tonnes du métal jaune annuellement. Pendant des générations, cette capacité géologique fut effectivement une extension des réserves stratégiques des États-Unis. Les mines canadiennes appartenaient à des compagnies canadiennes ou américaines comme Barrick, Newmont et Agnico Eagle. Le métal s'écoulait sans entrave à travers la frontière dans un circuit fermé de liquidités occidentales. En 2023, les statistiques montraient qu'environ 37% des exportations d'or canadien se dirigeaient vers les États-Unis et 28% vers le Royaume-Uni. C'était un système intégré de raffinage et de commercialisation au sein du monde anglo-saxon. Mais fin 2025 et début 2026, ce schéma établi s'est rompu de manière notable. Les données d'exportation montrent que les expéditions vers Londres et New York se sont taries ou ont même diminué, tandis que les exportations vers ce que les statistiques classent comme « autres destinations », un terme servant fréquemment d'euphémisme pour l'Asie et des juridictions intermédiaires, ont connu une augmentation significative. Cette « autre », c'est la Chine. Et le mécanisme, c'est l'acquisition directe et la réorientation des flux commerciaux. Au cours des 5 dernières années,
Alors que les marchés de capitaux occidentaux étaient intensément concentrés sur les mandats ESG, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui ont effectivement réduit le financement disponible pour les sociétés minières traditionnelles, les entreprises d'État chinoises étaient activement à l'acquisition d'actifs. Des géants comme Zijin Mining, Shandong Gold et China National Gold Group ont agressivement racheté des sociétés minières canadiennes de taille moyenne et junior. Alors que le gouvernement canadien faisait les gros titres en bloquant l'investissement chinois dans les minéraux jugés critiques comme le lithium et le cérium pour des raisons de sécurité nationale, il a laissé les transactions concernant l'or se dérouler sans entrave significative. L'or n'a pas été considéré comme critique de la même manière que les métaux pour batterie. Il a été vu simplement comme un actif financier traditionnel. Ce fut, selon certains analystes du secteur, une erreur d'évaluation stratégique de proportions considérables. En permettant ces acquisitions, la Chine a effectivement capturé ce qu'on pourrait appeler le code source de la chaîne d'approvisionnement. Ces mines canadiennes, désormais sous propriété chinoise, ne vendent plus leur doré, or partiellement raffiné, à la monnaie royale canadienne à Ottawa ou aux raffineries suisses traditionnelles. Elles envoient le concentré et le métal non raffiné directement vers des raffineries en Chine. Une fois entré dans le système de raffinage chinois, il disparaît effectivement du registre occidental. Il devient, à toute fin pratique, une partie de ce que certains analystes appellent les réserves fantômes de la Chine, des accumulations qui n'apparaissent pas nécessairement dans les rapports officiels de réserve de la Banque centrale. Mais la stratégie va encore plus loin que la simple propriété des actions. Elle implique l'infrastructure financière complète du secteur minier. La bourse de l'or de Shanghai a lancé un programme spécifiquement ciblé, appelé Projet Route de l'or. Ce mécanisme permet aux mineurs étrangers, comme des entreprises canadiennes peinant à obtenir du capital à la bourse de Toronto, de déposer leur production future directement dans des chambres fortes certifiées par la bourse de l'or de Shanghai en échange d'un financement immédiat en renminbi. C'est un mécanisme extrêmement attractif pour les producteurs en manque de capital. Les banques occidentales ont significativement réduit les prêts aux mineurs en raison des préoccupations liées aux évaluations d'impact environnemental et aux critères d'investissement durable. La Chine est intervenue et a offert une proposition alternative. Nous fournirons le financement. Nous financerons votre exploration. Nous construirons l'infrastructure nécessaire. La seule condition est que vous engagiez votre production physique d'or dans notre système d'échange. Des mineurs canadiens, privés de capital traditionnel et confrontés à des pressions opérationnelles, ont accepté l'accord dans de multiples cas documentés. Le résultat est que l'or canadien, extrait de la terre gelée de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique, fonctionne désormais effectivement comme collatéral au sein du système chinois, et ce, avant même d'émerger du sol. Pékin n'a pas besoin de posséder directement le capital action de la compagnie. Il contrôle le flux du métal par le biais d'accords d'achat futurs et de clauses de dette structurées stratégiquement. Ce flux draine la liquidité de l'Association du marché du lingot de Londres, LBMA. La LBMA est le centre du commerce mondial de l'or papier. Le marché des dérivés dépend d'un afflux constant d'approvisionnement frais issus des mines pour liquider le volume massif de transactions quotidiennes. Si cet approvisionnement frais est dévié vers Shanghai, le marché de Londres commence à éprouver des conditions de rareté relative.